qui sont les copies de ces femmes élégantes à des prix tout à fait accessibles. Chaque grand magasin va se mettre à copier les modèles des grands couturiers, à commencer par les robes du tailleur anglais le plus célèbre de Paris, Charles Worth. Worth, dans le milieu de la mode, on l'appelait par son seul patronyme, dessinait des robes pour faire une entrée théâtrale. On dirait aujourd'hui des robes de gala, comme pour la cérémonie des Oscars. Il créait des robes pour les femmes sur lesquelles on se retournait. Worth introduit une autre notion, celle de la mode de saison. Une idée reprise immédiatement par les grands magasins qui peuvent ainsi renouveler leur stock 4 fois par an. De frugale, la société du Second Empire devient grande consommatrice de biens jetables. On n'achète plus par nécessité, mais par envie de paraître ou de s'assimiler. Ainsi, là où une robe durait toute une vie, maintenant elle ne cesse de se démoder. D'un côté, il y a l'image extrêmement forte de la mode, censée répondre à tous les besoins. De l'autre, il y a le bruit de la caisse enregistreuse qui n'arrête pas de fonctionner. La mode rapporte des sommes astronomiques. Pour satisfaire la demande toujours croissante de nouveaux modèles, les couturières ne suffisent plus. Sans l'invention en 1830 par le Français Henri Timonier de la première machine à coudre, l'industrie du prêt-à-porter n'aurait jamais vu le jour. C'est à partir de ce premier prototype que sera mise au point la fameuse machine Singer de toutes les couturières. Un engin qui allait révolutionner la couture, mais aussi être un redoutable outil d'aliénation pour ces femmes qui perdent leur indépendance et travaillent désormais à la chaîne dans des conditions de plus en plus difficiles. Bonjour, mesdames. Vous désirez quelque chose? Oui, mon ami est fort intéressé par cette robe. Bien sûr, madame. Allez-y, je vous en prie. Mais si la démocratisation du prêt-à-porter permet à toutes les bourses de s'offrir de jolies robes, encore faut-il pouvoir se conformer aux nouveaux standards de taille. Je vais l'essayer. Tout de suite, madame. Avec l'apparition de vêtements plus standardisés, on se trouve grosse, maigre, trop grande, etc. Les femmes deviennent elles-mêmes des produits. Elles perdent leur individualité. Eh bien, où en sommes-nous? C'est-à-dire que... Ça semble petit. Il faudrait peut-être déplacer légèrement la boutonnière. Je peux vous proposer un autre modèle? Un vert anglais, ça vous irait très bien. Vert. Vert, avec vos yeux, vos cheveux. Formidable. Vert, c'est... Oui, Oui, Je vais vous chercher ça. Vert. Ce qui avait commencé comme une expérience grisante de la liberté risquait maintenant de faire perdre aux femmes ce qu'elles avaient de plus cher, leur estime d'elles-mêmes et leur porte-monnaie. Vert, c'est très bien. Vert. Bon, ça me va très bien. Le bon marché est devenu une machine à vendre toujours plus. Et pour nourrir la machine, il faut encore et davantage de clientes. Après les épouses, Boucicaut va cibler les mères. Il s'est dit, mais pour faire venir les mères, je pourrais peut-être attirer les enfants. Tiens, mon petit, j'ai un cadeau pour toi. Hop. Ça te plaît? Donc il a fait distribuer des ballons superbes, rouges, avec Au Bon Marché écrit dessus, à tous les enfants qui sortaient du magasin. À une époque où l'industrialisation du caoutchouc n'a pas 20 ans, le geste est plutôt avant-gardiste. Mais Boucicaut ne s'arrête pas là. Avec l'arrivée de la chromolithographie, qui permet d'imprimer à bon prix des reproductions en couleur, il institue une distribution d'images aux enfants tous les jeudis. Et ces images étaient composées de séries de 6, 8 ou 10 images. Donc l'enfant n'avait qu'une idée, c'était de traîner sa mère le jeudi suivant pour avoir l'image suivante de la série. Il y a des vraies leçons de choses où on apprenait les départements, il y a des petites histoires drôles,
Il y a aussi les récits des expositions universelles avec tous les pavillons. C'est vraiment une histoire de France, une histoire de Paris, une histoire des coutumes à travers ces séries de chromos. Mais on sait que certains de ces chromos étaient édités à 40 000 exemplaires. Donc vous voyez le nombre d'enfants qui recevaient les chromos. Bonjour madame. Bonjour. Les enfants demandent désormais à aller au grand magasin et les femmes répondent bien évidemment à l'appel, honorant ainsi le devoir maternel que la société leur a assigné. La femme emmène ses enfants se distraire pour la journée. Ils reçoivent des ballons, des boissons, des petits objets que leur offrent les magasins. Et bien qu'elle soit exploitée en tant que cliente, la femme obtient à son tour ce qu'elle veut du grand magasin. Alors, voyons voir la poupée. Si elle te plaît, on peut la prendre. Oui. Mais les cadeaux se payent. Très vite, les femmes sont culpabilisées, car le magasin ne cesse de mettre en avant les jouets, cubes ou cordes à sauter, absolument indispensables au développement de leur progéniture, que toute mère digne de ce nom se doit d'acheter. Les grands magasins font une chose jamais faite auparavant, qui est d'associer anxiété et biens de consommation. Brièvement apaisée par l'achat, l'anxiété reprend ensuite de plus belle. Pour des clientes aussi influençables que Madame Dornan, la stratégie marche à merveille, tant elle a à cœur d'être une mère modèle. Sans le grand magasin, on ne sait pas ce qui est disponible. Son objectif est de générer l'intérêt pour ce qui est nouveau et différent. En s'adressant aux enfants, Boucicaut est une fois encore en avance sur son temps. Il a compris le premier tout le parti qu'il peut tirer de ces consommateurs en herbe appelés à devenir ses futurs clients. Il leur consacre bientôt des étages entiers. De l'autre côté de l'Atlantique, à Philadelphie, John Wanamaker va aller plus loin encore. Son magasin, créé en 1877, a disparu. Mais ses idées ont contribué à fonder les règles du commerce moderne en Amérique. Dans sa jeunesse, l'homme avait failli devenir pasteur. En fin de compte, il se servira de la foi pour attirer les clients en transformant des fêtes religieuses et folkloriques comme Noël, Pâques, la Saint-Valentin ou Halloween en occasion de dépenser sans compter. Auparavant, on offrait déjà des cadeaux. Mais le grand magasin développe le concept de frénésie d'achat de fêtes de fin d'année, qui va finir par constituer une part très importante de ses bénéfices. Avec Noël, Wanamaker s'assure un succès qui devient planétaire. Mais aussi nombreuses soient-elles, les fêtes religieuses ne suffisent pas à assurer un flot continu de revenus. Là encore, Aristide Boucicaut va innover. Après les fêtes de Noël, vous avez beaucoup vendu, parce que c'était pas tellement Noël à ce moment-là, c'était les étrennes. On faisait beaucoup de cadeaux, non seulement aux enfants, mais à tout son entourage. Un matin d'hiver, il trouve que son magasin est vraiment un peu vide. Il s'est dit, mais au fond, tout est blanc dehors. Si je ressortais un peu tout ce que j'ai de blanc dans le magasin. Il fait changer tous les étalages, il fait descendre tout le rayon de blanc et il lance la mode du blanc. Le blanc, c'est tout simplement l'invention géniale des soldes d'hiver. L'art de créer du neuf avec du vieux pour liquider les stocks et faire place nette avant d'accueillir les nouvelles collections. L'essence même du grand magasin était la rotation rapide des stocks. Il fallait qu'il se débarrasse de ses marchandises pour en acheter d'autres, et donc qu'il organise des soldes. Et après les soldes, les articles étaient une nouvelle fois démarqués.